Et vous écoutez France Culture. Tout est si symétrique que cela me fait mal aux yeux, se plaignit le moine. Olivier Bard de Cabusson. Pas d'erreur, c'est mauvais genre. Meurtre dans un jardin à la française, ce soir à l'affiche d'un mauvais genre qui recevra le romancier Olivier Bard de Cabusson à l'occasion de la parution chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs de son roman Le Moine et le Roi Singe et de la grande exposition Jardin ouverte au Grand Palais depuis mercredi. Chronique également de Polar en fin d'émission. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre qui prend l'air aujourd'hui, qui se met au vert, puisque nous passerons toute cette émission en compagnie de paysagistes, de jardiniers, d'aristocrates qui aiment à déambuler sous la charmille, mais hélas pour y faire de bien singulières découvertes. Et tout cela évidemment, je le répète, à l'occasion de notre partenariat avec la grande exposition Jardin qui est ouverte au Grand Palais et que je vous recommande à tous. Une promenade que nous ferons en compagnie d'Olivier Bard de Cabusson. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Mauvais Genre, Olivier Bard de Cabusson, un domaine dont vous avez l'habitude puisque vous êtes l'auteur aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs de la série dite de l'enquête du commissaire aux morts étranges et c'est le 6e tome qui paraît, Le Moine et le Singe Roi. Les précédents s'intitulaient Casanova et la femme sans visage, Messe noire, Tuez qui vous voulez, Humeur noire à Venise ou Entretien avec le diable. Autant dire que vous méritez pleinement la couverture noire et rouge qui est la vôtre. Oui, je crois. Je serai en compagnie d'Élise Lépine pour faire cette promenade. Bonsoir, on se mettra au noir après le vert. Voilà, on se mettra au noir après le vert, quoique ce soit un vert très soutenu. Un vert noir, je ne sais pas si ça existe véritablement. Alors en effet, je parlais de cette exposition Jardin, dont le commissaire est Laurent Lebon. Alors évidemment, ça n'est pas une exposition placée sous le signe du mauvais genre, quoique. Mais en tout cas, elle est absolument passionnante et je vous la recommande puisqu'elle explore bien toutes les dimensions des rapports de l'homme avec la nature, à la fois la dimension analytique, alors c'est la botanique essentiellement, la zoologie, de quoi sont faites les fleurs, les herbes, comment les classer, comment les conserver. Alors il y a des herbiers, il y a l'herbier de Jean-Jacques Rousseau, puisque je suis face à un 18e. Il y a également une exploration des méthodes qu'a l'homme pour rivaliser avec la nature, c'est-à-dire la copier et faire aussi bien qu'elle. Alors des fois, ça prend des formes somptuaires. Les maisons Cartier, Van Cleef & Arpels ont prêté, on n'a pas du tout offert, des bijoux qui imitent les fleurs et les insectes. Il y a notamment une libellule en émeraude, ma chère Céline, que vous offrirez un jour. J'espère bien. Et puis à Élise, il y a également quelques bouquets de rubis qui sont tout à fait sympathiques, en tout cas qui auraient plu à la Pompadour, et puis des photos qu'on connaît, les photos de Blossfeld, les photos de Zander, des photos d'ailleurs extrêmement érotiques. Madame Duchesnay, des photos de plantes en très gros plan. Je veux bien qu'on me les offre aussi. Voilà, c'est curieux comme la plante à très très gros plan prend des allures extrêmement érotiques, voire pire encore. En tout cas, c'est une exposition à visiter jusqu'au 27 juillet à Paris au Grand Palais. Vous allez y aller, j'imagine, certainement, oui. Parce que vous qui avez travaillé sur Versailles, qui est l'homme de Louis XV, l'homme à l'ombre des Lumières, on peut le dire. Alors, là, vous allez trouver de quoi vous réjouir. Pas l'admirateur de Louis XV, mais l'homme de Louis XV, oui. Voilà, très bien. Donc, cette exposition Jardin à voir au Grand Palais, c'est un événement France Culture, de même qu'est un événement France Culture, tous les samedis, l'ouverture de l'encyclopédie pratique des mauvais genres. C'est un grand moment dans la messe, dans le rituel mauvais genre. Olivier Bard de Cabusson, nous allons l'ouvrir. Et je l'ouvre avec vous, ma chère Céline. À quelle lettre ce soir ? Eh bien, ce soir, je vous propose la lettre D, comme Jardy, Malika Jardy. C'est le charlet, en fait, de ma batterie. Le 1, c'est un petit orgasme, un petit... Ouais, la mitraillette, et puis voilà, c'est tout, je crois.
faire un spectacle sur les coups. Coups de tête, coups de pied, coups de rein, coups de poing, coups de théâtre. En y insufflant une dimension aussi bien rythmique que poétique et symbolique, tous les coups sont permis, tout est prétexte à donner des coups, à en prendre, à les faire entendre, à inventer ainsi un récit chorégraphique et sonore. Voilà l'idée de Malika Djardi, danseuse et chorégraphe, auteure de cette création intitulée Orion, une pièce qu'elle interprète en duo avec Nestor Garcia Diaz. Quand on regarde dans le dictionnaire, un orion, c'est un coup violent porté à la tête ou aux épaules. Donc en vieux français, on ne sait pas tellement d'où vient ce mot, comment il a été inventé. Moi, ça me faisait aussi penser à Orion, le guerrier mythologique. On ne sait pas trop comment il est mort, il y a eu plein de morts différentes. Moi, ça m'a donné envie de travailler sur quelque chose de violent et drôle à la fois. En fait. Le coup comme quelque chose de potentiellement très violent et en même temps le coup de théâtre, le retournement, le rythme aussi beaucoup, parce que dans la vie, on est porté par ça, en fait, toujours, depuis le battement du cœur jusqu'au silence, au grand silence. Donc en fait, sur le sol, il y a des pads qui nous permettent de créer du son. Et là, j'avais vraiment envie d'une danse un peu lascive. Donc on est vraiment allongé, et en même temps, il n'y a que les membres qui tapent. Donc c'est des coups de poing, littéralement, des coups de talon, des coups de genoux, et même des coups de bassin. En fait, à un moment donné, Nestor, je lui ai demandé de se mettre dans une position assez équivoque. Et donc il remue son bassin, ça crée un tout petit son qui dure comme ça longtemps, et il se joue de ça aussi avec le public, avec toujours une grande frontalité. Donc il y a toujours une histoire de grande frontalité finalement à plein de moments. Ha 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 ha. Enfin il y a un truc qui est comme dans le Kundalini Yoga, comment rythmiquement en fait le son sort de la cage thoracique, qui vient du ventre, d'où ça vient, est-ce que du coup c'est quelque chose qui est très organique, très travaillé d'une façon harmonieuse ou pas du tout, qui reste assez sèche. Et moi ce truc sec m'intéressait bien en fait, de garder quelque chose d'assez primaire à chaque fois. Est-ce qu'il y a le coup de foudre ? Et est-ce qu'il y a le coup de foudre ? Je crois qu'en fait... il est sous-tendu, mais en fait, c'est plutôt entre nous, ça a été aussi l'histoire du projet, en fait, quelque part. C'est drôle aujourd'hui d'être chorégraphe, surtout quand on travaille avec des gens du même âge. Et le coup de foudre, il a été là avec moi et Nestor, je pense, depuis le début. Mais ce qui sous-tend la pièce, je pense que c'est cette espèce de petite guéguerre entre nous aussi, quoi. Du coup, le coup de foudre, il est là, quelque part, dans la chanson avec le tutu, où lui arrive avec un métronome. En gros, il a une ceinture. Au début, on avait fait ce morceau où vraiment on était nus et on n'arrêtait pas. En fait, ce morceau-là, je l'avais appelé coup de langue, coup de bite et coup d'œil. Et lui, à un moment donné, il était vraiment capable de marquer le rythme avec son sexe. C'était un peu le moment délicat, tu sais, ok, on est au boulot, on fait n'importe quoi, mais on va vraiment... Là, on allait loin, quoi, tu vois. Orion, pièce chorégraphique de Malika Djardi, se jouera du 30 mars au 1er avril à la Ménagerie de Verre à Paris dans le cadre du festival Étrange Cargo. On retrouvera ensuite Malika Djardi au festival Uzès Danse le 11 juin pour son solo Sa prière, puis le 17 novembre à Marseille pour les rencontres à l'échelle. Merci Céline pour cette entrée. Malika Djardi, donc de l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Olivier Barthes-Cabusson, il n'y a guère que dans les sabbats aux confins des forêts qu'on pouvait se livrer sous Louis XV à de pareilles chorégraphies. Monsieur de Sartine en aurait eu la perruque hérissée. Je pense que dans la maison du parc Auxerre se livrait aussi pas mal de débats de ce genre, oui. Vous pensez que le roi dansait de cette façon en compagnie des jeunes filles qui s'apprêtaient à consommer ? Des jeunes filles à peine pubères, oui, très, très certainement, oui. Très bien, sans le savoir, ma chère Céline, nous étions sous Louis XV. Merci en tout cas pour cette entrée, donc je le répète, Malika Djardi de l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et bien maintenant, le temps est venu de changer de siècle et de joindre Versailles.
Michaela Sroumova, choix de Laurent Polleret pour ouvrir à notre playlist de ce soir consacrée au moine et le singe roi, donc polar de notre invité Olivier Barre de Cabousson. Polar, je ne sais pas si vous policier historique, roman policier historique. On dit les deux, polar ou policier historique. Après, moi-même, j'ai jamais su faire la différence entre les deux. Je serais incapable de vous expliquer. C'est vrai que Marcellus Lépine, quel est votre point de vue sur ce débat âprement mené? Est-ce qu'on a envie vraiment de mettre les choses dans des cases, en plus à nos débats, Voilà. On est vraiment dans une liberté, en tout cas, d'imagination qui rejoint aussi une liberté quand même par rapport historique. Alors on va s'intéresser tout d'abord, Olivier Cabousson, à votre parcours d'auteur. Vous avez commencé, vous n'étiez pas, vous n'êtes pas tombé dedans tout de suite. Vous avez attendu un peu puisque vous êtes juriste de formation, vous avez été directeur des ressources humaines dans un grand groupe international. Donc vous avez eu affaire à la machine humaine et aux réalités du groupe, mais peut-être pas celles tout de suite des personnages de fiction. Alors moi, en fait, j'écris depuis l'âge de 9 ans. Mais effectivement, j'ai été publié beaucoup plus sur le tard. Donc, déjà enfant, quand j'étais au CM2, je gribouillais des petits cahiers que j'écrivais romans. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à la résistance et j'écrivais je ne sais pas pourquoi, des histoires de maquisards, de résistants. De réseaux et puis voilà, après j'ai progressé, j'ai écrit aussi d'autres romans sans trop les finir. Et puis un jour, j'ai écrit les Adieux à l'Empire, un roman historique, une fresque historique qui se déroulait sous le Premier Empire, qui a été publié en 2006. Puis après le détective de Freud, qui se passait en 1911, à la Belle Époque, qui va être publié chez Actes Sud en septembre. Et puis ensuite la série du commissaire aux morts étranges avec ce duo d'enquêteurs constitué sous le règne de Louis XV. Et c'est un duo d'enquêteurs un petit peu particulier parce que déjà ils ont la particularité d'être père et fils. Alors on va en parler, mais j'aimerais qu'on parle avant de votre choix. Donc le choix du polar historique, il semble que vous ayez déjà eu dès le départ une fascination pour l'histoire et pour le récit d'histoire avec ces cahiers qui relataient l'héroïsme des maquisards quand vous étiez enfant. Mais là vous avez donc choisi un peu dans une lignée un peu dumazienne, donc le siècle des Lumières. Puis à l'intérieur du siècle des Lumières, l'univers de Louis XV, quand même assez particulier, assez déliquescent et tout à fait haut en couleur, on peut le dire. Et l'idée d'en faire des romans. Donc ce choix du règne de Louis XV, de ces lumières-là, vous est venu comment? Alors c'est presque malgré moi, puisque c'est après la lecture de Mémoire de ma vie de Casanova que j'ai eu en fait l'idée de resituer Casanova dans une autre perspective à travers une enquête policière. Et j'ai choisi tout simplement 1759, c'est la date de son passage à Paris, au moment d'ailleurs où il se lance dans l'industrie, crée une petite industrie, il a une vingtaine d'ouvrières, il fait très vite faillite parce que il couche avec chaque ouvrière et après il les augmente. Donc bien sûr c'est un mauvais patron. Et cette date a été en fait le déclic pour créer cette série et avoir un duo d'enquêteurs en fait en face de Casanova. Mais voilà, après le duo d'enquêteurs vous auriez pu confier des enquêtes à Casanova. C'est quelqu'un qui a suffisamment d'intrépidité, d'entre-gens, si j'ose dire, et de goût pour le voyage pour devenir un bel enquêteur. Oui, mais trop fantaisiste. C'est-à-dire que Casanova ne sait pas faire durer les choses très longtemps. En fait, déjà c'est un grand voyageur. Dès qu'il est quelque part, il a envie de partir ailleurs. Dès qu'il a une femme, il en veut une autre, etc. Donc il n'a pas cette constance que vont amener notre duo d'enquêteurs. Alors
cette constance, justement, elle marque bien la rigueur de l'enquêteur, d'autant plus qu'elle est portée par toute une vision du monde, une vision politique et philosophique. Quel est votre travail en amont, là? Il y a toujours le fameux idée comme ça que vous êtes entouré de mémoires, de relations de voyage, de fichiers, de gravures. Quelle est la part de l'archive? Parce que quand on lit notamment le dernier volume, on n'est pas assaillie par une érudition débordante, elle est mêlée à tout cela, elle est fondue, elle fusionne. Mais vous-même, comment travaillez-vous? Est-ce que les idées vous viennent en lisant les propos d'époque? Vous travaillez sur des dossiers assez connus, mais malgré tout, quelle est la mécanique barre de Cabusson pour créer un récit? Alors, on m'avait posé la question à un moment donné comment je commençais à travailler un roman. J'étais à une conférence avec un autre écrivain qui explique qu'il a des dossiers sur tous les sujets, qu'il a de grands paperboards, qui découpe et qui colle des feuilles au mur avec des flèches, des sections, des sous-sections, etc. Et quand est venu mon tour de parler, j'étais un petit peu sec, mais j'ai dit, moi, je m'assois devant mon ordinateur et ça vient tout seul. Après, le travail de documentation, je l'effectue en fait en même temps que l'écriture. Moi, je suis un grand lecteur et j'écris beaucoup, mais ce sont des plages différentes. Donc, quand je n'écris pas, quand je n'écris pas, je lis, et quand je ne lis pas, j'écris. Et effectivement, mais j'essaye de resituer toute une époque, mais à travers sous des aspects de sociologie, de philosophie, politique, mais j'aime également connaître la mode. Moi, la coiffure des femmes m'a fasciné. Vous en parlez beaucoup, oui. J'en parle beaucoup, peut-être trop, mais il y a des oiseaux dedans, des perroquets, des bateaux, des moulins à vent. L'histoire de la nourriture du XVIIIe siècle également, c'est fabuleux avec ces plats, tous ces systèmes de buffets où on a 36-50 plats servis pratiquement en même temps, et puis qui repartent des tables royales ou des tables des aristocrates, poursuivre le parcours inverse, être revendu d'abord à des traiteurs, puis ensuite on sort de quartier en quartier jusqu'aux plus pauvres, où là, alors vraiment très épicé, les mets variés, les arlequins sont vendus aux plus pauvres. Donc il y a tout un recyclage avant l'heure. D'ailleurs, c'est une société qui a inventé le recyclage bien avant nous. Donc voilà, il y a un énorme travail de documentation. J'aime beaucoup aussi les travaux de certains sociologues du XVIIIe siècle, comme Arlette Farge, etc., qui donnent, à travers les archives du Châtelet, qui ont vraiment donné une vraie restitution de cette époque. Son dernier livre, d'ailleurs, d'Arlette Farge, je parlais d'une bourgeoise qui, lors d'un voyage en province, découvrait le plaisir, et après, quand elle rentre à Paris, transforme l'habitat et le couple en véritable cirque que le mari ne maîtrise plus. Ça pourrait être un de vos personnages. Oui, tout à fait. Ouais. Et ensuite, donc, les sujets me viennent un peu au hasard. Je m'écris, en fait, je pense que je suis un peu comme un lecteur. Un lecteur découvre l'histoire en la lisant. Moi, je la découvre en l'écrivant, et je sais plus qui disait, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Et donc voilà, moi je suis, il y a des auteurs architectes et il y a des auteurs jardiniers. Voilà, moi je suis un auteur jardinier. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, je me rends compte maintenant. Nous jetons les germes et puis nous regardons pousser. Enfin, nous essayons aussi de pousser en même temps. Auteur voyageur également, puisque vos romans se passent à Versailles, ça c'est pas bien compliqué. Mais est-ce que vous êtes allé par exemple dans ce village écarté, comme vous parlez, où il y a des jeunes filles possédées? Est-ce que vous allez à Venise, j'imagine? Oui, il y a eu Venise, il y a eu la Savoie. Alors, un fait un petit peu étrange, c'est que moi je connais très bien l'Italie, je suis allé beaucoup en Italie, je n'étais jamais allé à Venise, et j'ai écrit Humeur noire à Venise sans être allé à Venise. J'y suis allé l'année suivante, et vraiment j'avais l'impression d'être chez moi, et je me suis rendu compte en fait que j'avais déjà passé 1 an à Venise en écrivant ce livre, et maintenant je suis cité dans des thèses italiennes sur l'histoire de Venise comme un grand connaisseur de Venise, ce que je suis peut-être devenu, mais à travers la documentation et pas forcément à travers le voyage. Et Paul Morand, Lise Lépine. Une chose intéressante dans le roman, c'est que vous écrivez que Paris est une ville masculine et Venise une ville féminine. Alors je me demandais comment est-ce qu'on détermine le sexe des villes. Ouais.
Alors le sexe au vaudeville, et le sexe est très important au XVIIIe siècle. Je pense qu'il est peut-être encore aussi maintenant, mais sous une autre forme. Voilà, il y a une espèce d'énergie brutale. Il y a une dynamique dans Paris. Paris, c'est une ville où du matin au soir se presse une foule invraisemblable. Les étrangers qui sont de passage à Paris écrivent des lettres effrayées, paniquées à leur famille restée dans leur pays sur cette foule qui fait peur et qui est toujours en mouvement. Alors que Venise, voilà, il y a une élégance. Venise, les aristocrates, les patriciens sont partout. Il n'y a pas le quartier Saint-Antoine comme Paris, quartier populaire, et puis les belles avenues, etc. Les palais vénitiens, en fait, vous le savez, on les retrouve de partout. Donc il y a cette beauté, cette élégance qui illumine vraiment toute la ville et pas seulement des quartiers, même s'il y a un cœur de ville, San Marco, San Polo. Mais voilà, et puis il y a cette subtilité de Venise qui se ressent à travers les arts, à travers la peinture, bien sûr, cette musique. Le soir, les patriciens font donner de la musique chez eux et ils laissent les fenêtres ouvertes. Alors déjà, pour qu'on dise qu'ils ont les moyens de se payer un orchestre, mais également pour faire profiter les passants de leur musique. Alors voilà, moi, c'est tout ce que je ressens comme féminin. Je pense également la politique vénitienne et le système assez complexe de répartition des pouvoirs entre les assemblées de Venise, c'est quelque chose de très féminin, de très subtil, alors que la monarchie de Louis XV est une monarchie avant tout absolutiste et une monarchie policière, donc beaucoup plus carrée et beaucoup plus simple à comprendre. France Culture, Mauvais Genre, François Angeli. Violoncelle ou les gueules de gamme d'Alexis Taylor, choisi par le maître des concerts de Mauvais Genre, le surintendant musical de l'émission, Laurent Polleret. Alors, maintenant, progressons, j'allais dire, dans votre univers, Olivier Bart-Capuçon, ces 6 aventures du commissaire de Mauvais Franc, j'aime bien. L'enquête en est confiée à un tandem, un chevalier de Volnay. C'est pas le Volnay qu'on aura pendant la Révolution, quoique, c'est jamais, ils ont un peu une vision du monde. C'est un Volnay un peu différent, et puis il est flanqué d'un personnage qui s'appelle le moine. Alors le moine, effectivement, là on pense plutôt au moine de Lewis, c'est-à-dire à l'archétype de la folie furieuse et je dirais, de l'hystérie religieuse telle qu'elle a été condamnée par les Lumières, le moine espagnol, inquisiteur, geôlier, pervers et décadent. Et là, pas du tout, c'est un moine, au contraire, acquis aux Lumières et même en résistance avec l'absolutisme. Donc vous avez confié vos enquêtes, Olivier Bart-Capuçon, à un couple qui est en réaction, mais je veux dire en contravention avec la royauté, la monarchie absolue, la religion, qui est quasiment des deux ovnis qui enquêtent au cœur même de la monarchie. Voilà. Alors c'est un couple très mauvais genre, effectivement, parce qu'ils sont d'esprit pré-révolutionnaire. Voilà. Ils haïssent le pouvoir en place, qui leur rend bien en retour. Mais voilà, en fait, le chevalier de Volnay, j'ai imaginé qu'il a sauvé la vie du roi lors de l'attentat de Damiens. Et donc, pour lui octroyer une récompense, il lui a
demander ce qui lui plairait, et ce qui lui plairait, c'était justement cette charge de commissaire aux morts étranges pour résoudre les meurtres particulièrement mystérieux et inexpliqués de la ville de Paris. Donc c'est un jeune homme de 25 ans. Dans mon esprit, alors il est très beau mais très sombre également, Déjà un profil un peu pré-romantique, voilà. avec un soupçon de jacobinisme peut-être parce qu'il est assez droit dans ses bottes et assez raide. Alors un peu solitaire puisque au début, je lui ai donné comme compagne une pie, parce qu'il faut savoir que la pie, ça parle beaucoup mieux que le perroquet, enfin tout au moins quand elle est bien éduquée. Et il parle à sa pie et progressivement, mais on verra à travers la série, il sera séduit par un écureuil, mais l'écureuil, c'est le surnom d'une jeune prostituée, Voilà. donc j'ai remplacé par la pie par l'écureuil avec ses ravissantes taches de rousseur. Son père, donc un homme d'une 50aine d'années, le moine hérétique. Alors, on m'a souvent c'est dit... son père. Voilà. Alors déjà, c'est un moine qui a un fils. Voilà. Alors, il n'est pas plus moine que vous et moi, enfin, je pense. Mais il a été obligé, comme certains fils de bonne famille, de porter à sa jeunesse, puisque l'aîné embrassait la carrière des armes, la bure. Mais il s'est défroqué, il a été, c'était un aventurier, il a couru l'Europe, il a été soldat, il s'est battu en Italie, on l'apprendra un peu plus tard. Il a été médecin, c'est un philosophe en fait, c'est un peu il représente l'érudition et cet aspect polyglotte et polycompétent de nos érudits du XVIIIe siècle. Mais ce duo a cette particularité. Alors double particularité, d'abord c'est un duo qui se sépare beaucoup. Sherlock Holmes et Watson, ils se séparent pas, ou alors quand Sherlock Holmes part, se déguise, etc. Ou Watson l'attend en buvant du cognac, donc il fait rien. Là c'est un duo qui se sépare et qui se rejoint, qui se retrouve, mais qui mène finalement chacun une enquête complémentaire. Il y a un conflit intergénérationnel, bien sûr, alors qui est renforcé par le fait qu'ils soient père et fils. Et le père, en fait, c'est un peu un duo Clown Blanc et Auguste. Et j'aime bien faire de l'inversion de l'ordre social à travers mes récits, c'est la transgression des interdits. J'ai inversé les tendances naturelles qui sont de dire le fils, le jeune est plus marrant que l'ancien. Et là, le père, le moine hérétique, est vraiment un gros déconneur. Et en fait, c'est plus lui l'enfant que le père. Et le fils se fait plus souvent du souci pour son père que l'inverse. Et a raison. Tout est si symétrique que cela m'en fait mal aux yeux, se plaignit le moine. Vous avez un a priori sur tout ce que vous voyez ici. Le roi a tout fait pour dominer aussi bien la nature que la nature humaine, remarqua le moine en plissant les yeux pour tenter de voir au plus loin possible. Ceci étant, il l'a corrompu. Rien ne pousse aussi droit dans l'ordre naturel des choses. Delphine réajusta calmement ses gants. Vous avez raison, et la vie ne suit jamais une ligne droite. J'en suis très conscient, murmura le moine. Moi aussi, ce monde m'a volé une partie de ma vie. Elle respira plus fort. Et je ne lui ai rendu qu'une partie de la monnaie de sa pièce, conclut-elle en respirant à son tour l'air embaumé. Mue par son instinct, le moine attendit la suite. Madame de Marsillac s'empressa de répondre à sa silencieuse attente. Je me suis fondu dans leur système, je l'ai changé sans qu'ils s'en aperçoivent. J'ai inversé les rapports de force et ils ne se rendent compte de rien. Cela dit, je ne rentre jamais en conflit ouvert avec le système. J'y reste, visible, mais dissimulé en même temps. Alors on me tolère comme une perversion naturelle, sans bien se rendre compte de la portée de cette tolérance.
Un extrait du roman Le Moine et le Singe-Roi d'Olivier Barre de Capuçon, une enquête du commissaire aux morts étranges, notre invité ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors là, on a entendu parler le moine, effectivement. C'est pas quelqu'un qui semble très en phase avec la monarchie de Louis XV. On a également entendu parler Madame de Marsillac, Delphine de Marsillac. Alors là, ça c'est un élément nodal dans cette histoire, puisque là, votre duo infernal, si j'ose dire, eh bien, se rend à Versailles même pour enquêter sur une mort qui est survenue dans le jardin. Alors là, effectivement, vous évoquez très abondamment le plan cadastral du jardin de Versailles structure le roman. Chaque chapitre a comme titre une des sculptures, un des sites du jardin. On voit bien, on se figure bien l'ordre rectiligne, la géométrie impeccable du jardin de Lenôtre. Mais au milieu de tout ça, il y a une grosse souillure. Olivier Barre de Capuçon, il y a une grosse tache, c'est celle d'une jeune fille éventrée. Oui, alors... Au milieu déjà de ce jardin, il y a une tache en elle-même, que je ne m'explique pas d'ailleurs, c'est le labyrinthe. Ce jardin à la française, avec ses bosquets, ses parterres, il est finalement très, très lisible, ainsi que ses perspectives. Mais qu'est-ce qui a pris dans l'esprit de Louis XIV ou de Lenôtre pour céder à l'imagination de Charles Perrault, pour fabriquer ce labyrinthe avec ces 39 groupes de statues plus effrayantes les unes que les autres, quoique pour un enfant, je pense que toutes les statues sont assez effrayantes dans le jardin de Versailles, statues mythologiques ou autres. Mais enfin, elles le sont plus particulièrement sous le règne de Louis XV, avec ces fables d'Ésope qui sont donc illustrées par de drôles de personnages et souvent des personnages d'animaux, d'où une couverture avec un cygne et l'allusion au singe roi avec le singe juge. Donc ce labyrinthe, déjà, c'est une curiosité. Alors moi, j'étais fasciné par ces jardins. Alors d'abord parce que mon fils, lorsque ses grands-parents l'avaient amené à Paris, moi je suis lyonnais, il avait passé une semaine là-bas. La ville de Cagliostro. Et il était revenu, je lui avais posé la question, et qu'est-ce que tu as préféré? Alors je m'attendais à ce que ce soit la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, enfin peut-être pas, mais toute autre chose. Il m'a dit les jardins de Versailles. Il m'a pas dit le palais de Versailles, il m'a dit le jardin. Et bon, ça fait 9 ans de ça, et c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et j'ai eu envie de retourner et me dire mais pourquoi, qu'est-ce qui peut faire que tout ce qu'il a vu, ces jardins de Versailles aient pu impressionner l'esprit d'un enfant. Et moi aussi je n'y étais pas retourné depuis très longtemps. Et j'ai été tout de suite fasciné par ce labyrinthe, cette association avec l'imagination de Charles Perrault. Donc ça m'a tout de suite semblé évident qu'un meurtre allait se commettre là, dans ce labyrinthe, fait pour le meurtre. Autant les bosquets sont des pièges à femmes, autant le labyrinthe est un piège mortel. Et ces statues également invitaient à la plus macabre composition. Donc on a, semble-t-il, au départ du livre, un précurseur de Jack l'Éventreur qui est lâché dans les jardins de Versailles, le labyrinthe sous les à son fenêtres Minotaure de Louis XV. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui excite beaucoup le moine. Et le moine, c'est un peu mon double littéraire, donc ça m'excitait également beaucoup. Alors, pour expliciter véritablement le titre, Le Moine et le Singe-Roi, je dis quand même à nos auditeurs que le Singe-Roi, c'est Louis XV. Parce qu'on sent la haute estime en laquelle le moine tient, n'est-ce pas, le pouvoir royal et celui qui l'incarne. Élise Lépine. C'est vrai que le labyrinthe incarne bien cette étrangeté, ce trouble aussi, et puis ces rapports du XVIIIe avec ces personnages qui sont roués, qui sont trompeurs, qui ont un désir de paraître et de mentir aussi, de cacher. Oui, il y a une grande façade dans ce XVIIIe siècle. On la retrouve aussi à Venise avec ces palais qui sont sur les rios complètement magnifiques et puis complètement lépreux à l'arrière-cour. Et dans cette cour de Louis XV, le seul but, c'est de paraître. Et on paraît dans les jardins de Versailles, dans la galerie des glaces, toujours en essayant de se placer le plus possible sur le passage du roi. Donc c'est une société qui ne vit que pour le paraître, que pour être vue et surtout remarquée par ce qui constitue leur soleil, parce qu'en fait la cour, les courtisans
n'ont qu'une orbite, c'est tout autour de cette planète Soleil qui est le roi. Vous nous donnez d'ailleurs une vision de la cour et du palais assez désenchantée, je dirais presque au moins assez réaliste. Le palais est un endroit puant, étriqué, où l'on peine à se loger, où effectivement, à part la splendeur de la décoration, tout est assez sordide. Quant au jardin, on s'en occupe pas forcément comme il faut, donc à partir du moment, il vient pas en friche, mais enfin, il se décatille, il se fripe. Le jardin, comme ça, commence à pâlir et à se défaire. Donc vous montrez aussi que la monarchie est un faste, est une apparence, et que cette apparence, ma foi, elle est sujette à se défaire. Oui, voilà, on voit bien dans l'hygiène, par exemple, cette dualité. La crasse, la sueur, on la masque. On ne se baigne pas, un bain une fois l'an quand tout va bien, sauf la Pompadour, les bonnes années. Tout le temps fourrée dans sa baignoire de marbre. La Pompadour, voilà, elle a 2 baignoires. Alors, mais voilà, la Pompadour, c'est déjà le clan des philosophes, c'est déjà l'esprit des Lumières, et donc il y a un autre rapport à l'hygiène. Bon, en plus, elle a le moine aussi se lave. Oui, j'ai un duo qui est propre, qui est moderne, qui a des règles d'hygiène assez complètes. Donc c'est pour ça que eux remarquent cette crasse, cette puanteur, etc. Alors que effectivement ceux qui sont sur place ne la remarquent plus. Et on se poudre beaucoup. Il y a cette pâleur blanche, cette pâleur de peau blanche qui est la perfection recherchée. Une peau à lait, c'est vraiment très 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 mal vu. Donc voilà, on s'inonde de parfums, de poudre, d'onguents, de fard pour masquer tout ça. Et bien évidemment, alors pour masquer la laine, parce que les dents sont souvent cariées, nous avons le clou de girofle qui aura également une petite part d'intrigue à jouer dans le roman. Le meurtrier pouvait la poursuivre en entrant et s'égarer lui aussi dans le labyrinthe. Il avait donc pu être sur ses talons au départ, puis par une autre allée, la dépasser et se retrouver ensuite devant elle avant de porter le coup fatal. Encore fallait-il qu'il connaisse bien les lieux et difficultés supplémentaires qu'il s'y repère la nuit. Il tendit l'oreille, croyant entendre des chuchotements, des soupirs, des paroles étouffées ainsi que les bruits et grognements d'animaux dans les fourrés. Le soir, dans les jardins désertés, les sons se répercutaient différemment et la mémoire morte de mademoiselle Vologne de Beignet semblait encore planer au-dessus des murs végétaux du labyrinthe. Volney expira longuement. Lorsqu'il sortit de l'endroit, l'ombre s'étirait interminablement, saisissant entre ses griffes les statues et les gueules des monstres, assujettissant les lieux d'une manière inquiétante. Ici, un couple fébrile sortait d'un bosquet en se réajustant rapidement. Les derniers promeneurs devenaient des silhouettes fugitives, vite effacées par la pénombre, fuyant l'avancée de la nuit. Là-bas, le palais s'illuminait progressivement de bougies et de chandelles. Tout comme les vers luisants la nuit venue, les rois de Versailles croyaient avoir donné la lumière au monde. France Culture, Mauvais Genre, François Angelier. Alors, un extrait donc du Moine et le singe roi de notre invité Olivier Barde Cabusson. Alors tout ça c'est bien beau, Olivier Barde Cabusson, mais quand même, rappelons-le, on trouve une jeune fille, mademoiselle Vologne de Beignet, éventrée au milieu des fourrés, au milieu des bosquets de Versailles. On retrouvera plus tard de la tripaille répandue parmi ces bosquets. Alors déjà, il y a un aspect criminel qui surprend tout le monde, puisque normalement, au cœur de la monarchie, l'ordre règne. L'ordre est là, et non, c'est le désordre qui s'installe, d'où la nécessité de faire donner le commissaire aux morts étranges. Et puis, il y a côté collé comme une sorte de tumeur, une sorte de bonus monstrueux, au palais de Versailles, la maison de Delphine de Marsillac, où là, effectivement, on ne célèbre pas la dignité aristocratique, mais où on vient, d'une certaine façon, assouvir ses instincts les plus variés, en dehors de l'étiquette.
Alors c'est effectivement la panique dans la cour de Versailles parce qu'on frappe au cœur de la monarchie. Et en fait, Versailles, c'est un territoire immense. Bien sûr, le palais, ses ailes, les jardins, les bosquets, le grand parc. Et en plus, c'est très désorganisé parce que autant on a Sartine, lieutenant général de police, autant à Versailles, il y a un prévôt, voilà. Le Lestrade de l'affaire. Le Lestrade de Sherlock Holmes. Il y a un prévôt, et puis nous avons les gardes suisses, les gardes de la porte, etc. Et c'est un peu comme une guerre des polices, et finalement, c'est une grande passoire, en fait. Tous les matins, il y a 6000 personnes qui arrivent par les portes, les jardins, etc. C'est incontrôlable. Donc on peut frapper, on peut arriver très près. D'ailleurs, l'attentat de Damien l'a montré. On peut arriver très près de Louis XV. Alors effectivement, si on quitte un instant les jardins de Versailles, où Delphine de Marsillac aime à se promener, mais c'est vrai que c'est une promenade fabuleuse, ce mariage contestable par moment, de par sa trop grande régularité, mais du végétaux et du minéral avec ses statues, de ces plans d'eau qui reflètent le ciel, etc. On a la petite ville de Versailles à côté, ce pittoresque quartier Notre-Dame, avec les rues des Réservoirs et rue des Pompes, qui jouxte. Et là-bas, Delphine de Marsillac, c'est une de ces jeunes femmes affranchis, comme je les aime, un peu comme le personnage d'Hélène également, émancipé par rapport à son époque, et qui a résolu finalement d'inverser l'ordre des choses, donc de transgresser les interdits, et d'inverser le rapport habituel de domination homme-femme, et en particulier dans ce siècle ce 18e où l'homme est encore prédateur, et là surtout on est dans le cas de Louis XV, dans le parc aux cerfs, et avec les Bourbons, une véritable garenne de vierges dans lequel il allait chasser quotidiennement. Absolument. Donc Delphine de Marsillac, elle inverse cet ordre, et effectivement elle tient une maison avec quelques filles où l'homme vient, comment pourrait-on dire sans faire trop mauvais genre, recevoir sa juste punition. Voilà, c'est un donjon SM dans la grande tradition. Voilà, chaînes et châtiments, mais très distingués, et notamment avec des produits très naturels, puisque les carottes sont biologiques, puisque cultivées dans le potager du roi. La carotte est biologique, mais son usage n'est peut-être pas totalement orthodoxe. Voilà, il n'est pas culinaire. Voilà. C'est vrai qu'elle a eu du flair, cette Madame de Marsillac, puisque y a un véritable créneau là pour les dominatrices de la cour. Hein. C'est, en tout cas, ces courtisanes qui fouettent et qui maltraitent ces hommes. Vous parlez aussi des rapports sociaux qui sont très intéressants sous ce règne de Louis XV. Oui, parce que finalement, Delphine de Marsillac, elle a une population de clients, de soumis, qui sont des gens déjà qui viennent chercher une deuxième soumission, mais officielle, puisque Louis XIV, l'arrière-grand-père de Louis XV, a domestiqué la nature, mais il a également domestiqué sa noblesse, ses courtisans, avec l'étiquette et la recherche de faveurs royales. Donc les clients de Delphine de Marsillac, en fait, le jour sont dominés par le roi et la nuit par Madame de Marsillac et ses filles. Et on est effectivement tout le temps dans des relations d'autorité. Je pense que c'est vraiment une des enquêtes de la série où les rapports de force entre les individus sont les plus exacerbés. Le moine, bien évidemment, parce que il voudrait pas retomber sous le joug de son ancienne maîtresse Hélène, qui essaye de se réapproprier une supériorité sur lui. Il y a des rapports un peu troubles, mais d'estime entre Delphine de Marsillac et le moine, avec une autorité cette fois plus souriante, qui est plus dans le jeu, donc accepté, parce qu'en fait c'est une complicité intellectuelle. Et à travers ce roman, en fait, on dit des choses très simples, comme finalement la vie est un rapport de force, négocié ou imposé. Avec justement cette négociation permanente au sein de la maison de Delphine de Marsillac, où là
c'est elle qui dicte les termes du contrat, et donc effectivement, c'est un petit peu le répondant de Louis XV. Autant Louis XV règne sur le jour, elle règne en véritable reine de la nuit, et ils ont chacune une étiquette, chacune une étiquette aussi rigoureuse dans le palais de Versailles que dans la maison des soumis. Voilà, ils sont une autorité légitime. Et on en revient à finalement ce que j'avais également en tête en commençant à écrire ce roman. Alors on est un peu loin peut-être sous le règne de Louis XV. C'est l'expérience de Stanley Milgram des années 60, soumission à l'autorité, où en tant que sociologue dans une université américaine, Milgram va essayer de mesurer le degré de résistance d'un sujet par rapport à une autorité qu'il considère comme légitime et qui va le forcer à accomplir des actes qui ne sont pas du domaine de sa conscience. En l'occurrence, donc, dans l'expérience de Stanley Milgram, envoyer des décharges d'électricité. Et moi, j'ai beaucoup pensé à cette expérience, justement, à travers ces rapports de Louis XV et de sa cour, et de Delphine de Marcillac avec ses soumis. Ils sont considérés comme une autorité légitime, donc ils peuvent tout faire. Et le moine aussi, il a cette interrogation de Stanley Milgram finalement, en se demandant, mais il y a bien un moment finalement où il y a une résistance et où il y a une désobéissance. Et lui, comme il est d'esprit plutôt libertaire et qu'il pousse à la désobéissance, il essaye également d'enquêter sur à quel moment quelqu'un, quelque part, a pu se révolter contre cette autorité. Le moine et le singe roi d'Olivier Bard de Cabusson, une enquête du commissaire aux morts étranges. Donc c'est notre invité de ce soir. C'est dans la collection Actes Noirs chez Actes Sud, à lire à l'occasion et en regard de l'exposition Jardin qui se tient au Grand Palais à Paris jusqu'au 27 juillet. Donc avec vous Élise Lépine, en dernière partie de Mauvais Gens ce soir sur France Culture, quelques recommandations polardières et pas seulement, puisqu'on va aussi être du côté de l'horreur ce soir. Ça va ensemble, hein, y a pas de... Ça va ensemble bien sûr. Premier roman, Joyce Carol Oates, Vallée de Pique chez Philippe Ray. Alors, on ne présente plus Joyce Carol Oates, immense auteur de la littérature contemporaine américaine. On ne compte plus non plus ses œuvres, romans, nouvelles, poèmes, sous son nom ou sous pseudonyme d'ailleurs. Elle joue sur les genres, c'est une exploratrice. Elle a écrit beaucoup de romans différents. On connaît bien sûr la fertilité de son imagination, la qualité et la vélocité de sa plume, puisqu'elle publie beaucoup. Oui, c'est effrayant. Vous êtes lecteur, Olivier Bard Cabusson? Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un de... C'est effrayant, je veux dire, c'est des romans importants en quantité. Et à une cadence Ce sont des romans aussi importants en quantité qu'en qualité d'ailleurs. Dans son dernier roman, donc Le Valet de Pique, elle explore la veine du roman gothique qu'elle aime beaucoup, hein, c'est pas la première fois, et de l'épouvante, mais aussi le thème de l'écrivain et son double. Alors à travers le personnage de Andrew G. Rush, qui est un écrivain à succès. Alors il est assez plan-plan, un peu ronronnant. D'ailleurs la presse le surnomme le Stephen King du gentleman. Est-ce que c'est un compliment ou pas? En tout cas lui, il s'en accommode très bien, il gagne très bien sa vie, il est marié, il a 3 enfants, mais il entretient également un double maléfique, ce fameux valet de Pique qui écrit la nuit et qui publie, donc dans le plus grand secret évidemment, des romans violents et immoraux où la bestialité règne. Donc cet auteur, Andrew, vit tranquillement, c'est un bon équilibre qui est menacé cependant par une femme âgée et furieuse. Elle accuse Andrew mais aussi Stephen King, excusez-nous du peu, de plagier ses propres œuvres non publiées. Donc il y a un procès humiliant pour cette femme.
femme. Elle est condamnée, en tout cas elle est balayée, elle est même internée, et puis chacun peut reprendre sa vie, sauf que notre auteur, Andrew, et son acolyte, le valet de pique qui vit dans sa tête, pénètrent par effraction dans l'univers de l'accusatrice, et ils font des découvertes troublantes, autant dans sa bibliothèque que dans les tiroirs de son bureau et dans ses écrits, et ces découvertes vont activer, semble-t-il, la personnalité malsaine du valet de pique qui peu à peu va prendre le dessus sur son hôte, le bon Andrew, le gentil et calme et discret, et donc le valet de pique et son double vont s'en prendre à cette infortunée vieille lady qui s'en est pris à eux. C'est une réflexion sur l'écriture, c'est une réflexion aussi sur le féminisme, la place de la femme dans le monde intellectuel, hein. Donc là aussi, Joyce Carol Oates est fidèle à ses chevaux de bataille. Il y a aussi d'ailleurs des réflexions sur le racisme. C'est une grande et bonne histoire qui donne à se divertir, qui donne à frissonner, puis qui donne aussi à réfléchir. Voilà. Donc le valet de pique de Joyce Carol Oates chez Philippe Ray. Il y a une dimension féministe aussi dans votre singe moine et le singe roi, Olivier Bard-Cabusson, parce que les dames ne se laissent pas faire. Elles sont soumises par tradition, mais elles sont rétives par conviction. Oui, je pense que je parle beaucoup d'émancipation féminine dans mes livres, et à part le personnage de l'écureuil qui est là pour rappeler que la femme est aussi victime, nous sommes face à des femmes qui essayent de prendre leur destin en main et de s'imposer autrement que comme mère ou sainte ou prostituée, ce qui n'est pas facile dans cette civilisation judéo-chrétienne. Sortir des modèles traditionnels. Élise Lépine. Deuxième roman, Petite Sœur, la mort de William Gay aux éditions du Seuil dans la nouvelle collection Cadre Noir. Alors on va parler un peu de cette collection. Nouvelle collection qui succède à Seuil policier, toujours dirigée par Marie-Caroline Aubert, rejointe par Gwenaëlle Desnoyers, jeune et brillante éditrice. Elles vont publier des écrivains autant français qu'étrangers. On va pouvoir lire par exemple bientôt Sam Millar. On peut lire déjà Antoine Bréa, Clayton Lynn de Mousse et d'autres grands noms qui vont rejoindre cette collection Cadre Noir. Cadre Noir, prometteuse. Ça permet d'intégrer le polar traditionnel, ce qu'on appelle le récit policier, mais également le roman noir, éventuellement des romans conçus au contact de l'actualité. Des romans de genre aussi. Là, on a vraiment avec William Gay, donc roman posthume. Toutes les noirceurs du monde possibles tiennent dans Cadre Noir. Toutes les noirceurs du monde. Donc roman posthume de William Gay, Petite Sœur, la mort. William Gay, grand auteur du Tennessee, qui ici met en scène de nouveau un écrivain. David Binder, il est jeune, il est marié aussi et il est en mal d'inspiration, donc il va aller s'installer dans la maison de la famille Bill au fin fond du Tennessee avec sa femme enceinte et sa petite fille. La maison de la famille Bill souffre d'une terrible réputation puisqu'on l'a dit, hantée depuis plus de 2 siècles. Alors hantée par qui, par quoi? William Gay exploite avec un talent d'écriture et de suspense formidable plusieurs des grands mythes horrifiques américains. Donc il y a la maison construite sur un cimetière indien éventuellement, Amityville, la sorcière persécutée par un démon, on pense aux sorcières de Salem, et puis il y a le poltergeist, ce fameux esprit frappeur qui vit à l'intérieur des habitations et qui tourmente ses habitants et qui s'accroche, puisque là c'est sur 2 siècles quand même, il y a des retours en arrière, tenace. Et avec ces pauvres habitants qui tour à tour ont été persécutés et qui sont devenus des menaces autant pour eux-mêmes que pour leurs pauvres familles. Alors voilà, c'est un bel hommage à l'horreur à l'américaine et un bel hommage à ce grand auteur américain qu'est William Gay, le regretté auteur du Tennessee. Olivier Bard-Cabusson, il y a un de vos romans qui commence comme L'Exorciste de William Friedkin. Oui, Entretien avec le diable, effectivement. Mais j'avais bien en tête, alors pas forcément les images du film, mais j'avais dans les oreilles la musique de L'Exorciste de Michael Field en écrivant justement cette première scène où on découvre cette jeune fille, semble-t-il, possédée par le diable au cours d'un exorciste. Élise. 3e roman, Comme un blues d'Hannibal Malvar chez Asphalt. Donc là, on quitte la veine horrifique. C'est vraiment un polar, un policier. Quoique, pas de fantôme, mais toutefois un personnage hanté, Carlos Ovelar. Il est photographe. C'est un bonhomme alcoolique qui est hanté par son passé dans les services secrets espagnols pendant la transition démocratique. Et puis, cet homme vit loin de tout ça. Il vit à Madrid. Il est appelé par le mari de son ex-femme qui le supplie de l'aider à retrouver sa fille Anya qui a disparu en Galice, région d'origine de Carlos. Alors, il quitte Madrid pour se lancer dans une enquête à Compostelle. Il se rend bientôt compte que la petite trompée dans une sombre affaire de trafic de cocaïne qu'il va tenter
tenter de démêler, tandis qu'autour de lui, les cadavres s'accumulent. Moi, j'avais été épatée par l'écriture d'Hannibal Malvar avec La Ballade des Misérables il y a 2 ans. C'est encore un très grand roman, c'est très noir, mais c'est aussi très tendre. Hannibal Malvar est un journaliste d'investigation qui connaît très bien les bas-fonds de l'Espagne, la drogue, les trafics, etc. Il porte un regard à la fois tendre et sombre sur le monde. Ce sont des romans à lire et une très grande plume, je pense, de la littérature contemporaine policière. C'est aux éditions Asphalt. Asphalt, on ne jure que par elle. On jure que par elle. Non, c'est le symbole de la littérature noire, l'asphalte. Merci Élise Lépine. On termine cette émission de Mauvais Genre, bien évidemment, avec le maître Christophe Beer. Épicentre Film sort un indispensable coffret autour des 3 premiers longs métrages du cinéaste canadien Bruce LaBruce, dans des versions restaurées. Venu d'un milieu campagnard puritain, LaBruce débarque à Toronto et lance avec J.B. Jones le mouvement punk queercore, qui rejette l'obtuclanisme gay et lesbien pour une diversité sans dogme. À l'image du fanzine GDs et de ses premiers cours, No Skin Off My Ass, réalisé en 1991, est tourné à l'arrache dans des conditions précaires en Super 8, une esthétique trash subie mais transcendée par une dérision provocante où pointe le romantisme et son amour du mélo hollywoodien qui a bercé son enfance. La force des scènes sexuelles explicites prime sur une recherche esthétique léchée et brouille les repères sexuels. Le jeune skin taiseux se révèle d'une douceur angélique, tandis que LaBruce, en coiffeur efféminé, fasciné par les skinheads, se met en scène avec une distance satirique qu'il retrouve exacerbée dans l'ambitieux Super 8,5. Cette fois, il est une icône déclinante du porno gay, manipulé par une cinéaste underground. Le film parodie les confessions face caméra, l'imagerie porno, le cinéma d'exploitation et l'intellectualisme en se payant la tête d'Andy Warhol, dont LaBruce adopte le look. Cette transgression des formes, décontractée et farceuse, trouve son apogée dans Hustler White, qu'il co-réalise avec le photographe SM Rick Castro en 1996 à Los Angeles. Passage à la couleur et au 16 mm, mais en préservant cette énergie de la guérilla, sans autorisation, rarement de prise, des plans volés et un sens du burlesque qui fait de ce démarquage libre de Sunset Boulevard une comédie romantique peuplée de personnages bizarres, à commencer par l'écrivain Jürgen Anger, que LaBruce interprète avec un cabotinage hilarant. Fétichiste ridicule et suffisant, débarquant sur Santa Monica Boulevard pour enquêter sur la prostitution masculine, il s'énamoure d'un tapin beau comme un modèle de Calvin Klein, Tony Ward. La romance finit joyeuse sur la plage d'Almatador de Qu'est-il arrivé à Baby Jane et avec le pento noir dégoulinant de Mort à Venise. Sous le ciel bleu de L.A., les cinéastes filment des shorts échancrés, un passage country-western dans un motel avec rodéo sur Ponyboy, un vieux maso lacéré au rasoir, un amputé sodomisant son client avec le moignon de sa jambe, et le performeur Ron Até en croque-mort serial killer et travesti. LaBruce devient alors une figure majeure et iconoclaste d'un cinéma arty et queer dont le charme insolent relève d'une nature camp maîtrisée. Merci Christophe Beer, merci Olivier Barre de Capuçon d'avoir été notre invité ce soir dans Mauvais Genre pour Le Moine et le Singe Roi, une enquête du commissaire aux morts étranges, donc 6e volet des enquêtes de singulier tandem, Acte Noir, donc une collection de chez Actes Sud. Je recommande également donc au livre de poche de Michel Verger-Franceschi et Anna Moretti, une histoire érotique de Versailles, nécessaire en complément de votre livre. Et puis bien sûr jusqu'au 27 juillet, allez voir au Grand Palais l'exposition Jardin. Joyce Carolo, c'est chez Philippe Ray, Valet de Pique. William Game, notre petite sœur La Mort au Seuil. Et Hannibal Malvar, c'est chez Asphalt. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Olivier Dupré, Claire-Martin Dugard, Chloé Leblond, Élise Lépine, Christophe Beer et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et Céline Duchesnay, pardon. On se retrouve samedi prochain au Salon du Livre où nous enregistrons samedi, donc entre 11h et midi. Je serai avec Patrick Marcel et ce sera un spécial Lovecraft, un spécial Cthulhu. Venez nombreux et d'ici là, restez à l'écoute de France Culture. On retrouve Amaury Chardot pour Métronomique.